Le soleil s'était à peine levé sur le camp, et l'air était déjà imprégné de l'odeur de vin aigre, de fumée et de poussière. Sur le sol, des bols en bois claquaient sourdement. Des milliers d'hommes mangeaient en silence, comme avant une exécution. En ces instants, ce n'était pas seulement le sort de la bataille qui se jouait, c'était le destin de l'Empire lui-même. Mais que mangeaient-ils exactement avant le combat? Qu'est-ce qui remplissait leur corps d'une force capable de supporter des marches de 20 km et des mêlées où chaque seconde était un pas vers la mort? Les légionnaires romains ne se nourrissaient pas de façon raffinée. Leur force naissait de la simplicité. Comme l'écrivait Polybe, la base de leur régime alimentaire était le blé. Non pas cuit, non pas moulu finement, mais grossièrement broyé, presque cru. À partir de celui-ci, les soldats faisaient une bouillie épaisse en la mélangeant avec de l'eau et du sel et parfois avec du vinaigre. Cette boisson s'appelait la posca, un mélange épais et acide que l'homme moderne ne pourrait probablement pas avaler sans dégoût. La posca, c'est ainsi que s'appelait ce liquide nutritif, leur servait de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. Elle les rassasiait non seulement, mais les protégeait aussi de la soif sous la chaleur. En substance, c'était une boisson énergisante antique, riche en glucides, qui retenait l'eau dans le corps. Les historiens notent que les Romains croyaient « plus la nourriture est simple, plus l'esprit est pur ». Le légionnaire ne devait pas chercher le plaisir dans la nourriture, seulement le carburant pour la force. Imagine, le matin avant la bataille de Cannes, un champ couvert de poussière. Plus de 50 000 légionnaires se rangent en ligne. Quelqu'un finit pour la dernière fois une galette de céréales grossières. Quelqu'un boit les restes de posca, sentant l'acide visqueux brûler sa langue. L'estomac est vide, mais le corps est prêt au combat. Dans ce rituel austère, la force de la discipline devenue une arme aussi puissante que l'épée. Les découvertes archéologiques sur les sites des camps romains confirment ce régime. Traces de blé, d'orge, d'os d'animaux domestiques, de grains carbonisés. Mais la viande était une rareté. En campagne, elle se gâtait rapidement. Ce n'est que devant les batailles les plus importantes que les guerriers étaient autorisés à un peu de lard séché ou de gras pour leur donner des forces. C'est alors que les chaudrons du camp commençaient à fumer, non pas pour le goût, mais pour l'endurance. Parfois, les soldats préparaient une bouillie épaisse, le pulse. C'était un simple mélange de céréales, d'huile et d'herbes. Elle ressemblait à de l'argile, mais pouvait se conserver plusieurs jours. L'historien Tite Live écrivait que les légionnaires plaisantaient « Le pulse est notre deuxième bouclier ». Et en effet, ce modeste chaudron leur donnait l'énergie pour une marche de 25 km avec une charge de plus de 30 kg sur le dos. La force du soldat romain ne naissait pas dans la forge, mais dans le chaudron. Ses muscles étaient nourris non pas de viande, mais de céréales et de vinaigre. Son esprit était nourri par l'idée que le goût n'était pas important, seule la ténacité l'était. Et quand le soleil se levait à l'horizon et que les trompettes de signal appelaient au rassemblement, des milliers d'hommes, sentant le goût aigre de la posca sur leurs lèvres, savaient « Aujourd'hui, ils devaient prouver que même une nourriture simple pouvait donner la force des dieux. » Mais avant que l'épée ne soit dégainée, le corps devait supporter la marche. Et pour supporter, il fallait savoir comment Rome préparait ses soldats à cette charge extrême. La route vers la bataille ne commençait pas par un cri « à l'attaque », mais par un pas lourd. Jour après jour, les légions avançaient, comme une rivière d'acier vivante. Derrière chacun, pas moins de 30 kg d'équipement. Armure, casque, glaive, piloum, vaisselle, chaudron, outils de camp et 3 jours de rations sèches. Les Romains appelaient cela sartina, l'équipement de marche du guerrier. Il contenait tout ce qui était nécessaire pour la vie et la mort. Ce fardeau pesait sur les épaules, frottait la peau, s'enfonçait dans les muscles. Mais personne ne se plaignait, parce que la sartina n'était pas seulement un fardeau, c'était un symbole d'indépendance. Chaque légionnaire portait sa maison, sa cuisine, son arme. César écrivait que seul celui qui savait porter la sartina sans se plaindre méritait d'être appelé soldat. Les programmes d'entraînement militaire modernes s'approchent à peine de cette endurance. 25 km par jour dans la poussière et la chaleur avec une pleine charge, une marche ordinaire, pas un exploit. Avant de partir en campagne, le centurion parcourait les rangs et vérifiait personnellement si chacun avait pris sa part de céréales. Le blé était sacré. Sans lui, il n'y avait ni force ni esprit. Il était distribué strictement, selon une mesure connue sous le nom de modius, environ 8 litres par semaine. Le soldat devait lui-même moudre le grain entre des pierres, cuire des galettes ou préparer le pulse. Ce processus ne se contentait pas de rassasier, il préparait mentalement. Les mains qui broyaient les grains, comme si elles se souvenaient de la terre pour laquelle il allait falloir se battre. L'arôme du grain grillé se mêlait à la fumée des feux de camp,
au grincement des courroies, au choc sonore du métal sur le métal. Le matin, les guerriers mangeaient rapidement, 5 minutes, pas plus. Le goût était monotone, mais il cachait une intention. Les Romains croyaient que la diversité de la nourriture rendait le soldat faible, corrompait le corps et la volonté. L'historien Végès écrivait « La force de la Légion réside dans sa tempérance. Pour nous, habitués au café sucré et au petit déjeuner chaud, cela semble cruel. Mais c'est précisément une telle ascèse qui a créé une armée qui a conquis la moitié du monde. Avant la bataille, les légionnaires recevaient généralement une ration renforcée, plus de sel, un peu de fromage et de vin. Non pas pour le plaisir, le sel retenait l'eau et le vin aigre aidait à éviter les infections et donnait une sensation de vigueur. Cette boisson s'appelait vinum acetum, du vin dilué avec du vinaigre. Pour l'homme moderne, cela semblerait gâté, mais dans le camp romain, c'était le goût de la survie. Tite-Live écrivait que même les jours les plus chauds, les légionnaires préféraient l'acétum à l'eau pure, car le corps nourri par lui ne brûle pas sous le soleil. Avant la bataille, tous les repas obéissaient à un rituel. Après le signal de la trompette, les hommes mangeaient en silence. Les officiers subalternes veillaient à ce que personne ne mange trop. La lourdeur dans l'estomac était considérée comme l'ennemi de la vitesse. Les portions étaient donc minuscules mais caloriques. Une galette, du fromage, une gorgée de vin, et c'est tout. Le reste, la force de l'esprit. Les découvertes archéologiques à Carthage et sur le site des camps d'Alésia confirment la présence de moulins de campagne et de chaudrons spéciaux. Cela indique que la préparation des repas était centralisée. Dans les grandes unités, des cuisiniers spéciaux étaient désignés, les coctoraires. Mais le plus souvent, chaque contubernium, un groupe de 8 hommes, préparait lui-même sa nourriture. Dans leur chaudron, le pulse bouillait, comme un symbole de fraternité. 8 corps, 8 voix, une seule énergie. Quand l'aube colorait l'horizon, des centaines de chaudrons commençaient à refroidir. L'odeur de cendre et de vin aigre se mêlait à l'arôme du cuir et du métal. Les guerriers écrasaient les braises avec leurs pieds, soulevaient leurs sarcinats, et la colonne se remettait en marche. Chaque pas mesurait le temps jusqu'à l'affrontement, chaque inspiration, le souvenir de la dernière cuillère de bouillie. Certains historiens débattent si un régime aussi frugal pouvait réellement soutenir la force d'un légionnaire. Mais les découvertes de restes humains avec une structure osseuse dense et une musculature développée montrent, oui, l'organisme s'adaptait. Les Romains atteignaient les limites des capacités humaines. Leurs corps devenaient des machines où chaque calorie était utilisée de manière idéale. Et pourtant, même ces hommes d'acier savaient, avant le combat, la nourriture n'était pas seulement un carburant, c'était un rite. De lui dépendait non seulement la force du corps, mais aussi la pureté de l'esprit. C'est pourquoi, au matin du jour décisif, quand la terre tremblait sous la marche et que le ciel était voilé de poussière, les légionnaires mangeaient non pour le goût, mais pour la mémoire de Rome. C'est à ce moment précis que commençait la principale épreuve, non pas le goût de la nourriture, mais le goût de la peur. Parce que maintenant, chaque pas les rapprochait de l'endroit où le sang se mêlerait à la sueur, et le goût aigre de la posca resterait la dernière chose que le soldat sentirait en tombant dans la poussière sous le soleil d'Italie. La chaleur du soleil de midi faisait fondre l'air au-dessus du champ, et même la respiration devenait lourde, comme si le monde lui-même résistait à l'approche de la bataille. Les légionnaires avançaient en colonne serrée, pas après pas, leurs casques reflétant la lumière tels de petits miroirs. Ce son, rythmé, sourd, comme les battements du cœur d'un géant, était la musique de Rome. Ils n'allaient pas simplement à la guerre, mais vers leur destin. Et à cet instant, il était décidé s'ils auraient assez de force, donnée par une nourriture modeste et une discipline de fer. Lorsque l'avant-garde atteignait la ligne, commençait la dernière pause avant le combat, courte, presque sacrée. Les centurions donnaient l'ordre de s'arrêter, de construire le camp, de fortifier le périmètre. C'était obligatoire même le jour de la bataille. Sans camp, pas d'ordre. Les soldats creusaient un fossé, montaient les tentes, allumaient des feux. À ce moment, ils mangeaient pour la dernière fois avant le combat. Le menu ne changeait pas. Toujours le même pulse, les mêmes galettes, la même posca. Mais c'est ici, dans le silence avant le fracas, que ce simple repas se transformait en rituel. Comme l'écrivait Tacite, le guerrier, en goûtant sa nourriture avant la bataille, la partage déjà avec les dieux. L'odeur aigre de la posca montait dans l'air, se mêlant à l'arôme de l'huile et du fer. C'était l'odeur de la mort et de la force approchant simultanément. Parfois, les centurions permettaient d'ajouter un peu de graisse ou de fromage à la bouillie, pour que l'estomac ne se contracte pas de peur. Ce moment rappelait la maison, le pain, la famille qui attendait quelque part à des centaines de milles. Mais personne n'était autorisé à se détendre. Même pendant le repas,
Le soldat gardait son arme sur lui. Ni une fourchette, ni une épée ne pouvaient être laissées sans surveillance. C'est là qu'apparaissait un autre élément de la préparation romaine, le signum. C'était l'enseigne de combat, l'étendard de la légion, orné d'argent et de plumes. Il se tenait juste près du foyer du camp, et chaque soldat, en passant, le touchait de la main avant de manger. Ce geste signifiait la loyauté et la volonté de mourir. Les historiens le décrivent comme l'un des premiers rituels militaires de l'histoire de l'Europe, unissant la force physique et spirituelle. Les découvertes archéologiques sous Numance et Gérone montrent que près des camps temporaires romains, on trouvait non seulement des restes de nourriture, mais aussi des amulettes, des os, de petites figurines, des anneaux. Apparemment, même ces hommes, qui croyaient en la discipline, ne pouvaient pas se débarrasser complètement de la peur. Chacun mangeait, gardant en lui le souvenir de la maison et l'espoir que ce jour ne serait pas le dernier. Quand les trompettes de signal appelaient au rassemblement, les guerriers se rangeaient par centuries, par 8 rangs. Le soleil se reflétait sur le métal, aveuglant les yeux. L'air tremblait de tension. Et alors, un homme se mettait en avant, le légat, commandant de la Légion. Son discours était court, mais chaque mot brûlait les cœurs. Il ne parlait pas de gloire, il parlait de devoir. De ce que Rome ne tolérait pas la faiblesse. Et quelque part au fond, sous la peur et la fatigue, une rage éclatait. Avant le combat lui-même, les guerriers accomplissaient un autre rituel ancien. Ils s'aspergeaient le visage et les mains de vinum acetum. On croyait que cela purifiait le corps et chassait les mauvais esprits. En réalité, l'acide éliminait l'odeur de sueur et rafraîchissait la peau. Mais pour les soldats, ce n'était pas seulement un moyen d'hygiène, c'était un acte de purification avant la mort. Polybe écrivait que c'est à ce moment précis que la Légion passait d'une foule d'hommes à une seule machine. Pas de conversation, pas de plaisanterie. Seulement le regard en avant et le léger sifflement du vent entre les lances. La formation dense, appelée manipule, avançait, tel un maillon de chaîne. Chacun connaissait sa place, chaque pas était affûté. Et pourtant, malgré l'entraînement de fer, les corps de ces hommes restaient humains. Leurs muscles tremblaient de fatigue, leurs estomacs se tordaient à cause de la bouillie acide, leurs gorges brûlaient sous le soleil. Mais la peur cédait la place à une étrange paix, car ils savaient, tout ce qui pouvait être fait avait déjà été fait. La nourriture était mangée, les rituels accomplis, les ordres donnés. Il ne restait plus qu'à avancer. Quand le premier signal de trompette retentissait, l'air explosait, les boucliers se levaient, les lances s'abaissaient. Et alors, celui qui peu avant mâchait une galette sèche se transformait en partie d'une machine inarrêtable. Chaque cellule du corps, nourrie de Posca, travaillait à l'impact. La légère faim se transformait en adrénaline, l'acide en force et la fatigue en une détermination désespérée. C'est en cela que résidait le secret de la nourriture romaine. Elle ne procurait pas de plaisir, elle transformait l'homme en mécanisme. Une nourriture simple, qui éduquait la volonté. Du vinaigre et des céréales qui donnèrent naissance à un empire. Et quand la première ligne se heurtait à l'ennemi, il semblait que la terre elle-même tremblait sous leurs pieds, au rythme de leur cœur. Des cœurs battant à l'unisson avec le fer et le souvenir de la dernière cuillère de bouillie. Mais même après la victoire, le goût de cette nourriture ne disparaissait pas. Il restait sur les lèvres, dans le corps, dans la mémoire. Car devant eux, un long chemin de retour. Et là où les épées cessaient, commençait une autre bataille. La bataille pour la survie en marche, où la nourriture redevenait un salut. Après la bataille, le monde devenait étrangement silencieux. La poussière retombait, tel un linceul, l'odeur du sang se mêlait à la fumée, et même le vent soufflait plus lentement. La Légion romaine ne célébrait pas la victoire par un festin. Au contraire, le premier ordre après le combat sonnait sévèrement. Ramasser les blessés, reconstruire le camp et préparer à manger. La nourriture redevenait un acte sacré. Mais cette fois, non pas avant la mort, mais après. Et c'est en ces instants que se révélait la véritable essence de la discipline romaine. Ceux qui avaient survécu retrouvaient le même régime frugal, céréales, sel, un peu d'huile et de vin. La viande n'était autorisée qu'à ceux qui s'étaient distingués au combat. Ceci n'était pas un festin, mais une récompense. Les Romains croyaient qu'une satiété excessive rendait le corps paresseux. Par conséquent, même après la victoire, ils mangeaient avec modération. César écrivait que les meilleurs guerriers de ses légions se nourrissaient comme si la bataille était encore à venir. À ce moment, l'annona prenait une importance particulière, le système d'approvisionnement de l'armée. Ce mot ne désignait pas seulement la livraison de vivres, mais toute une machine logistique sans laquelle l'Empire romain n'aurait pas existé. Des tribus aux simples porteurs. Chacun savait que l'annona maintenait la respiration de la Légion.
Les caravanes de mulets s'étiraient sur des dizaines de kilomètres, chargées de sacs de céréales, d'huile d'olive et d'amphores de vin. La perte d'une seule de ces colonnes pouvait condamner toute une armée à la faim et à la défaite. Au plus fort de la campagne estivale, lorsque la chaleur transformait le champ en pierre incandescente, les soldats commençaient à souffrir de la soif plus que des blessures. Alors la Posca venait de nouveau à la rescousse. Les guerriers la mélangeaient avec de l'eau froide du ruisseau, obtenant une boisson acide qui étanchait la soif mieux que n'importe quelle eau pure. L'historien Appien écrivait que le vin dilué avec du vinaigre sauva beaucoup de la mort sous le soleil. Après le combat, les soldats mangeaient directement sur le sol. Les chaudrons bouillaient entre les rangées de boucliers disposés en demi-cercle. Ils créaient ainsi des murs temporaires. Cette table improvisée était l'endroit où la victoire prenait goût. Mais pas un goût doux, plutôt un goût lourd, métallique, avec un arrière-goût de sang et de poussière. La nourriture ici n'était pas une récompense, mais un rappel. Demain, tout pouvait recommencer. En ces minutes se manifestait le véritable symbole de la ténacité romaine, le contubernium. Ce mot désignait un groupe de 8 soldats, vivant et mangeant ensemble. Ils étaient liés non seulement par les ordres, mais aussi par le pain, partagé à parts égales. Le contubernium était une petite fraternité au sein du grand mécanisme. Si l'un tombait, les autres partageaient sa portion, afin qu'aucune mesure de céréales ne soit perdue en vain. C'est ainsi que Rome comprenait la camaraderie, par le partage de la nourriture et du travail. Les découvertes archéologiques en Bretagne et en Gaule ont montré que même des siècles plus tard, les légionnaires suivaient ce principe. Sur les sites, on a découvert des foyers communs et des meules de pierre, permettant de déterminer que tous les 8 hommes broyaient le grain ensemble. Cette simple routine les unissait plus fortement que les serments, car derrière chaque chaudron se tenait une vie, dépendante d'une autre. Quand la nuit tombait, l'odeur de fumée et de pain montait au-dessus du camp. La faible lueur des braises se reflétait dans les yeux des guerriers fatigués. Ils mangeaient en silence, écoutant les gémissements lointains des blessés. Le goût de la posca était le même, mais maintenant il semblait différent. On y sentait la gratitude d'être en vie. Celui qui le jour se battait à l'épée, tenait le soir une cuillère en bois, et c'était un retour à l'humanité. Tacite écrivait que le soldat romain devait savoir vivre de la même manière au combat et dans la vie quotidienne. Sa force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais aussi dans son habitude de l'ordre. Même le lendemain de la bataille, la légion se reformait, nettoyait ses armes, mesurait sa part de céréales. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Et c'est dans cette froide constance que naissait l'invincibilité de Rome. Mais parfois la victoire n'apportait pas le repos. Lorsque la campagne s'éternisait et que les provisions venaient à manquer, les soldats étaient contraints de chercher de la nourriture aux alentours. Ils cueillaient des herbes sauvages, attrapaient des oiseaux, faisaient bouillir des racines. Polybe écrivait que, dans le besoin, les Romains mangeaient ce que la main de l'homme n'avait pas touché. Et pourtant leur esprit ne se brisait pas. Il disait « Celui qui peut manger du pulse sans sel peut prendre n'importe quelle forteresse. » Ainsi, jour après jour, l'armée avançait, laissant derrière elle une terre brûlée et l'odeur de cendres. Et chaque soir, le chaudron bouillait à nouveau, la posca était de nouveau versée. 8 hommes partageaient à nouveau le pain, comme s'ils partageaient la vie. Leur nourriture était pauvre, mais de cette pauvreté naissait la grandeur. Car Rome ne fut pas construite sur l'or, mais sur des grains cuits dans la poussière de la guerre. Mais c'est alors, lors des longues campagnes, qu'apparut pour la première fois l'autre face de cette force, l'épuisement, qui pouvait anéantir même une légion. Et pour tenir bon, les Romains inventèrent ce qui sera plus tard appelé la diète des dieux, une manière particulière de se nourrir avant les campagnes décisives. Lorsque la guerre devenait interminable et que les campagnes duraient des mois, les commandants romains comprenaient que la force du légionnaire dépendait non seulement de l'épée, mais aussi de la nourriture. C'est alors qu'apparut une préparation spéciale avant les grandes batailles, un régime que les historiens appelleraient plus tard la diète des dieux. Ce n'était pas un festin solennel, au contraire, c'était une période de purification, où la nourriture se transformait en épreuve. Avant les batailles décisives, les légionnaires étaient soumis à un régime composé presque exclusivement de céréales et de vin aigre. Ni viande, ni excès. Le but était simple, purifier le corps de l'excès de graisse, le rendre léger, mais fort. Comme l'écrivait Végès, le guerrier doit aller au combat le corps vide, mais le cœur lourd. Le vinaigre et les céréales agissaient comme un carburant, grossier, simple, mais fiable. Les physiologistes modernes le confirment. Un tel régime, riche en glucides lents, permet de maintenir l'énergie lors de longues marches. Les centurions surveillaient attentivement ce que chacun mangeait.
Toute tentative de se procurer de la viande en cachette était considérée comme une marque de faiblesse. Le contrevenant pouvait être privé d'une partie de sa ration ou même puni de coups de fouet. Mais la plupart des soldats n'essayaient même pas. Pour eux, la nourriture était une continuation de la discipline, une partie de l'ordre interne, où chaque morceau de pain rappelait le devoir. Avant la bataille d'Alésia, dont César lui-même a écrit, les légionnaires ont mangé pendant des semaines uniquement du blé et du pulse. L'approvisionnement était sur le point de s'effondrer. L'ennemi les encerclait, mais l'esprit de l'armée ne faiblissait pas. Les guerriers plaisantaient en disant qu'un Romain peut se battre le ventre vide s'il a une poignée de céréales. Ce n'était pas de la bravade, mais une réalité. La nourriture simple les habituait à la patience, les transformant en hommes capables d'endurer la douleur sans crier. C'est à cette époque qu'apparut la notion de panis militaris, le pain militaire. Il était cuit sur des braises, était dur comme de la pierre et pouvait se conserver des semaines. On le trempait dans l'acétum pour le ramollir et on le mangeait directement en formation. En substance, c'était le prototype de la ration de combat moderne. Les archéologues ont trouvé de telles galettes à Pompéi et dans les forts romains de Bretagne. Gris-brun, avec une croûte bien cuite et une odeur de fumée. Elles ont traversé les siècles, comme un rappel de ce qui nourrissait la force de l'Empire. La nourriture du légionnaire était non seulement un entraînement physique, mais aussi spirituel. Chaque morceau de pain, c'est une promesse de ne pas abandonner. Chaque gorgée de vin aigre, un rappel que la vie est courte et Rome est éternelle. Et quand à l'aube, l'armée se formait en ordre de bataille, cette énergie intérieure se faisait sentir dans chaque mouvement. À ce moment-là, la formation romaine prenait vie. Les casques d'acier scintillaient sous le soleil. Les boucliers se serraient en un mur vivant. Les guerriers levaient leurs pilumes, et un léger cliquetis de métal parcourait les rangs. Ce n'était pas seulement une formation, c'était un rituel de force. La formation s'appelait testudo, ce qui en latin signifie tortue. Les soldats serraient leurs boucliers au-dessus de leur tête et sur les côtés, formant un dôme impénétrable. À l'intérieur, il faisait sombre, étouffant. L'odeur de sueur et de fer, mais personne ne fléchissait. Et c'est là que se manifestait la véritable signification de leur régime. Sans un estomac léger, sans nourriture lourde, une telle formation n'aurait tout simplement pas tenu. À l'intérieur de la testudo, il fallait rester des heures, immobile, sous une pluie de flèches et de pierres. La fatigue due à la nourriture aurait pu être mortelle. C'est pourquoi les Romains mangeaient de manière à être prêts pour cette épreuve. Nourriture et tactique fusionnaient, se transformant en armes. Tacite notait que les armées romaines pouvaient soutenir des opérations continues plus longtemps que n'importe quels adversaires, précisément à cause de leur alimentation. Leur énergie ne dépendait pas des réserves de viande ou des provisions du marché. Ils pouvaient marcher des semaines, se nourrissant de céréales et de sel. Cela les rendait imprévisibles et invulnérables. La nuit précédant la bataille, un silence particulier régnait dans le camp. Les guerriers étaient assis près des braises, rompaient le pain, le trempaient dans le vin. Quelqu'un murmurait des prières, quelqu'un aiguisait sa lame. Et à ce moment, entre la faim et la peur, entre la fumée et les étoiles, naissait ce qui sera plus tard appelé le miracle romain, une préparation absolue à la mort au nom du devoir. Quand le matin les trompettes annonçaient le début, les légionnaires se levaient comme un organisme unique. Le pulse, mangé pendant la nuit, donnait de l'énergie, le vin aigre, de la détermination. Chaque pas était précis, comme le mouvement d'une machine. Et quand les rangs se refermaient en testudo, les ennemis ne voyaient pas des hommes, mais quelque chose de plus grand. Une force nourrie non pas par la viande, mais par la volonté. Ainsi, le régime romain, créé par nécessité, se transforma en symbole de pouvoir. Mais après la gloire venait une nouvelle étape, le retour à la maison, lorsque les guerriers goûtaient pour la première fois depuis des mois à de la nourriture ordinaire. Et c'est alors qu'ils réalisaient que le goût de la victoire n'était pas du tout un festin, mais le souvenir d'un simple grain qui leur avait donné l'immortalité. Le retour de campagne était le moment le plus étrange pour un légionnaire. Le corps était habitué aux privations, l'estomac à la nourriture frugale, et l'âme à l'anxiété constante. Et soudain, l'odeur du pain frais, de l'huile d'olive, de la viande rôtie. Tout cela semblait presque indécent après des mois de posca et de pulse. À Rome, on organisait un triomphe en l'honneur des vainqueurs, une procession sur la voie sacrée, des fleurs, des foules, du vin. Mais les soldats eux-mêmes ressentaient souvent du dégoût pour l'abondance. Ils regardaient les plats raffinés et comprenaient que la véritable force ne naissait pas ici. Les historiens écrivaient que de nombreux vétérans continuaient à se nourrir à la manière des campagnes, même chez eux. Une simple bouillie de blé, un peu de vinaigre et de sel, une habitude transformée en symbole de mémoire. L'empereur Auguste, selon les témoignages de Suétone, mangeait comme un soldat,
modestement et rapidement, sans jamais se permettre la satiété. Il disait que la satiété rendait l'homme vulnérable. La nourriture à Rome était plus qu'un besoin. C'était une politique. La ville était approvisionnée en céréales d'Égypte et d'Afrique. L'annona devint une obligation sacrée de l'État. L'Empire tenait autant par le pain que par les épées. Mais ce pain rappelait toujours aux légionnaires les campagnes, la poussière, les pierres sous ses pieds, les camarades avec lesquels il avait partagé la dernière mesure de céréales. Ainsi le Romain vivait entre deux mondes, celui du festin et celui de la campagne, de l'abondance et du besoin. Et peut-être c'est précisément dans ce contraste que se cachait le secret de la puissance romaine. La capacité à savourer la victoire sans oublier le goût de la faim. Car celui qui se souvient de ce que c'est que de manger du pulse sans sel ne craint pas de tout perdre.